Il est 13h en temps universel et partout en Côte d'Ivoire, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a sorti hier de la rue 31 enfants mendiants à Marcory et Cocody. C'est dans le cadre de la deuxième phase de l'opération Zéro enfant en situation de rue. Des enfants qui vont bénéficier entre autres de prise en charge sanitaire. Un reportage à suivre en début d'édition. Dans ce journal, on évoquera aussi la distinction des lauréats du prix national de l'excellence en ce qui concerne les secteurs de l'urbanisme, du logement et du cadre de vie. Une occasion pour le gouvernement d'annoncer le démarrage du programme d'urgence de logements sociaux au plus tard à la fin de l'année 2022. En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a confirmé le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME dans les fonctions de Premier ministre qu'il occupait comme intérimaire depuis la mi-juillet. Le Premier ministre sortant, Mohamed Beavogui, se trouve lui depuis plus d'un mois en Europe, officiellement pour raison de santé. Depuis quelques 5 mois, c'était le 23 mars dernier précisément, l'université Alassane Ouattara accueille une chaire UNESCO dénommée Anticipation, Prospective et Territoire durable. Les missions de cette 4e chaire UNESCO dont bénéficie la Côte d'Ivoire sont entre autres le renforcement des compétences en prospective et anticipation des futurs décideurs, des chercheurs et des communautés, mais également le développement de l'enseignement de la discipline de l'anticipation et des sciences des territoires. Le titulaire de la chaire est Dr Sylvestre Kwasi Kwame. Il est bien entendu aidé dans sa tâche par une dynamique équipe. Et ce dimanche, dans le cadre de votre magazine préféré, Dr Kwasi a accepté de venir nous voir pour en parler. Et nous allons en parler pendant un quart d'heure. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Diaby. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci encore et on se retrouve dans 30 minutes. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La rue est leur lieu d'habitation, leur domicile, les étals de marché, ils en ont fait leur chambre. Pour survivre, ils font la manche à tous les carrefours, mal vêtus, malnutris et certainement en mauvaise santé. Leur situation préoccupe le ministère de la Santé, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le ministère qui milite au quotidien pour zéro enfant en situation de rue. La ministre vient justement d'en retirer une trentaine des rues de Marcory et de Cocody, des enfants qui pourront bénéficier de prise en charge sanitaire, psychologique et socio-professionnelle. Nous sommes à la deuxième phase de l'opération Zéro enfant en situation de rue. La scène se déroule dans la commune de Marcory. Cette fois sont ciblés par les services du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les enfants mendiants. En pleine activité auprès de leurs parents, les enfants sont surpris par la ministre Nassene Batouré et ses collaborateurs, pourtant venus leur apporter assistance. Ce phénomène-là est grandissant à Abidjan et c'est un phénomène néfaste. Un, pour les enfants, parce que la place des enfants, ce n'est pas dans la rue. Et ces enfants-là sont exploités dans la rue à faire des travaux, à demander de l'argent. Saisis, ces enfants sont dans un premier temps acheminés dans ce centre d'accueil situé à Marcory pour une visite médicale, suivie d'une audition en vue de détecter la cause responsable de leur situation. Nous les retirons dans nos centres. Ceux qui sont seuls peuvent être réintégrés dans le cocon familial. Et ceux qui n'ont pas de famille, comment est-ce qu'on peut d'abord avoir une prise en charge holistique, c'est-à-dire psychologique et médicale de ces enfants, et ensuite essayer de voir comment les insérer par l'apprentissage d'un travail. C'est le 27 juillet dernier qu'a démarré l'opération Zéro enfant en situation de rue. Kader fait partie des enfants déjà sortis de la rue. Moi, j'étais à la maison. On m'a mis au travail, au studio. Mon patron, il était mauvais, il était méchant. Sa grosse fille pour venir dans la rue. Je suis content d'être là. Je vais aller à l'école, je ne vais pas partir à la maison. Cette deuxième phase de l'opération, Zéro enfant en situation de rue, qui a permis le retrait de 31 enfants mendiants et 15 adultes accompagnateurs, s'éteint également à la commune de Cocody.
Reportage d'Evelyne Yeboué dans un commentaire de Mahama Traoré. 25 000 logements sociaux seront bientôt réalisés en Côte d'Ivoire. Ce sera grâce à un programme d'urgence qui va démarrer d'ici la fin de cette année 2022. L'annonce a été faite hier à l'occasion de la cérémonie de distinction des lauréats du prix national de l'excellence dans les secteurs de l'urbanisme, du logement et du cadre de vie. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Cette célébration met en lumière les meilleurs acteurs de la copropriété, de la promotion immobilière et de la lutte contre le désordre urbain, mais surtout œuvre à créer le meilleur environnement institutionnel possible pour favoriser l'éclosion de champions nationaux dans le domaine de la gestion du cadre de vie. Notre vision d'être demain un champion national au service de l'économie ivoirienne est décuplée avec la confiance mise en nous par les autorités publiques. Et depuis notre accession à la tête de la commune de Tessalé, nous avons pris des mesures extrêmement courageuses pour libérer les artères, pour libérer les réserves occupées, pour faire en sorte qu'il y ait un meilleur cadre de vie dans nos communes. Nous avons mis en place une brigade qui au quotidien nettoie les différentes artères, les places publiques. Et aujourd'hui, je pense que la ville de Tachkiré surtout est un exemple au plan national. En vue de redynamiser la production de logements abordables, le gouvernement a procédé à une réforme en profondeur des instruments techniques et financiers dédiés au secteur de l'habitat. La création du fonds de garantie du logement social, en vue de permettre l'accès au logement aux ménages du secteur informel à revenus faibles et ou irréguliers. La recapitalisation de la BHCI, Banque de l'Habitat, Côte d'Ivoire, désormais recentrée sur sa mission de financement du secteur de l'habitat, notamment du logement social. À ces instruments, il faut ajouter l'institution de taxes parafiscales sur certains matériaux de construction en vue de mobiliser des ressources suffisantes et pérennes au profit du logement social. L'opérationnalisation de tous ces instruments, techniques et financiers, sera notamment facilitée par le démarrage d'ici fin 2022 de la phase pilote du programme d'urgence de logements sociaux portant sur la réalisation de 25 000 logements dont 20 000 unités au sein des communes d'Abidjan et 5 000 unités à l'intérieur du pays. Les premiers prix ont été décernés à la société Adoua Côte d'Ivoire, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Isora de la cité des Elias du Golfe et à la commune de Port-Boué par le chef de l'État. Le prix national d'excellence, c'est cette cérémonie annuelle de récompense des meilleurs acteurs de développement. Cérémonie au cours de laquelle le chef de l'État exhorte les lauréats à continuer à travailler avec acharnement et abnégation dans un esprit de rigueur et de probité afin de demeurer des modèles pour la nation tout entière. Les deuxième et troisième lauréats de l'édition 2021 du prix d'excellence du ministère de l'Économie et des Finances ont reçu leur distinction ce week-end. Le témoignage de Dangui Dangui. La tradition a été respectée au ministère de l'Économie et des Finances. 4 lauréats du prix d'excellence édition 2021, à savoir les deuxième et troisième de la Direction générale de l'économie et de la Direction générale du Trésor, ont reçu leur prix. Nous voulons vraiment saluer nos responsables, nos premiers responsables, qui à travers eux, ainsi que nos collaborateurs directs, nous avons travaillé ensemble et ce prix aussi leur est dédié. C'est grâce à eux les efforts que chacun de nous a apportés dans l'élaboration de nos tâches quotidiennes qui ont valu ce prix. Il n'était pas évident que je sois le meilleur lauréat. Je ne savais pas qu'un jour j'allais être nominé troisième lauréat de l'administration du Trésor public. Si aujourd'hui les efforts de mes durs labeurs ont été reconnus, ça veut dire quelque part ce que je fais, quelque part ce que mon collègue fait, c'est reconnu. Il faut savoir le faire bien. Après avoir félicité les lauréats, le ministre de l'Économie et des Finances a saisi l'occasion pour inviter les agents à rechercher l'excellence. Je vous invite à percevoir ces distinctions comme la juste récompense de vos efforts au service de votre administration et partant de votre pays. Je vous encourage aussi et surtout à demeurer des modèles en incarnant l'Ivoirien nouveau, reconnu pour ses qualités individuelles, son engagement et sa détermination à servir l'État avec abnégation et dévouement. Le ministre de rappeler que l'institution des prix d'excellence est un encouragement à mieux faire dans un management orienté vers la performance.
Reportage d'Angui et Célestin Frodo. Ces lauréats sont tenus donc d'être exemplaires dans l'exercice de leur travail. Ils doivent cultiver la bonne gouvernance et ne jamais être, par exemple, coupables de crimes économiques ou financiers. Les journalistes, eux, se sont retirés récemment à Assini pour suivre une formation dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière. C'est à l'initiative du JIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Jean-Luc Bangbo était parmi les stagiaires à cette formation. Techniques et méthodes d'investigation journalistique sur les crimes financiers et économiques, rôle des médias dans la promotion de la bonne gouvernance. C'est sur ces notions que les journalistes issus de l'espace CEDEAO et intéressés à la lutte contre la criminalité financière sont formés durant ces 72 heures. Formation que ces derniers considèrent comme une contribution à l'émergence de la bonne gouvernance dans leurs pays respectifs. Cela participe à la promotion de la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Le défi est énorme, les enjeux sont de taille, donc je pense qu'avec cette formation, je pourrai quand même faire beaucoup de choses et exceller dans le domaine de l'investigation. Pour les initiateurs de cette formation, il s'agit de renforcer la sensibilisation et élargir le réseau de lutte et de dénonciation des crimes économiques et financiers. Le crime organisé n'a pas de frontières. Et cela se retrouve dans toutes les nations. C'est la raison pour laquelle nous devons travailler la main dans la main pour prendre ce phénomène à bras le corps. Renforcer le mécanisme de dénonciation pour atténuer les effets de la corruption sur les économies. Les crimes économiques et financiers, dont notamment la corruption, sont, selon les statistiques partagées par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de notre pays, un fléau qui a fait perdre à l'économie ivoirienne environ 1400 milliards de francs CFA en 2019, soit 4% du PIB et 64% du service de la dette. La formation a concerné une trentaine de journalistes de la radio, de la presse écrite, de la presse en ligne et de la télévision. Elle a été dispensée par des experts régionaux du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JIABA. On part à Bouaké, dans le Bouaké. La Direction générale du budget et des finances y a lancé récemment sa campagne de vulgarisation des activités de la CELIOP, la cellule d'information des opérateurs économiques. Des opérateurs économiques qui ont été sensibilisés à s'inscrire dans la dynamique de la bonne gouvernance en cours en Côte d'Ivoire. Kader Sorodogo, RTI Bouaké. Lancement de la campagne de vulgarisation des activités de la cellule d'information des opérateurs économiques, CELIOP, dans la région de Bouaké. Une campagne de sensibilisation des opérateurs économiques locaux sur les mesures relatives à l'interdiction de constituer des passifs. Une initiative de la Direction générale du budget et des finances, DGBF. Les responsables de cette cellule présentent cet instrument de bonne gouvernance et de transparence budgétaire dans ses différents compartiments, notamment son organisation, ses missions et ses différents modes de saisie. En mettant en place cette structure, l'autorité budgétaire a voulu créer un guichet unique d'information des prestataires fournisseurs de l'État, des usagers du service public, de tous ceux qui ont intérêt à faire affaire avec l'État. En cas de doute sur l'authenticité d'une transaction budgétaire, les opérateurs économiques et les prestataires des services publics peuvent consulter la CELIOP sur le site internet www.dgbf.gouv.ci. Cette cellule est un instrument de disposition de l'économie ivoirienne et son mode opératoire lui permet de mobiliser les informations relatives au budget et de les mettre à la disposition du grand public et des opérateurs économiques que vous êtes en particulier. Une initiative saluée par les autorités administratives de la région de Bouaké. Je vous invite, opérateurs, gestionnaires de crédit d'emprunter, de pouvoir éviter toute contrepartie et vous permettre de rentabiliser vos finances et de permettre d'être au diapason des nouvelles technologies. Opérationnelle depuis 2015, la CELIOP assure le rôle de guichet unique d'information budgétaire du ministère du Budget et du portefeuille de l'État au profit des opérateurs économiques.
Vous le savez, certaines carrières professionnelles féminines impressionnent, inspirent et donnent envie de suivre le même chemin. Elles sont au nombre de 10 femmes leaders de Côte d'Ivoire qui viennent d'être distinguées. Ce sont des personnalités influentes et figures de pouvoir. C'est donc à juste titre que le leadership au féminin est aujourd'hui valorisé. Le mouvement 2 millions de femmes battantes pour ados veut assurer pleinement la mission principale qu'elle s'est assignée, à savoir accompagner toute action de développement initiée par le président de la République de Côte d'Ivoire et encourager les dynamiques femmes engagées dans sa logique. Cette soirée de reconnaissance en est une parfaite illustration. Nous avons distingué les femmes battantes qui ont fait beaucoup pour le développement de la Côte d'Ivoire, participé à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Vraiment, nous avons honoré aujourd'hui pour dire merci à ces braves dames, à ces grandes dames de continuer d'honorer, de continuer de faire grandir la Côte d'Ivoire, de faire avancer la Côte d'Ivoire aux côtés du président de la République. Elles sont 10 femmes distinguées pour cette première édition dotée du prix Alassane Ouattara. Le nom du président de la République. Un homme qui a su hisser la Côte d'Ivoire à ce niveau. C'est vraiment une grande fierté. Et je voudrais à travers ce prix lui dire merci et lui dédier ce prix. Je suis fière et tout cela doit m'amener à aller plus loin, à m'investir un peu plus pour mon pays, à travailler plus dur pour aller plus loin. Ça nous donne encore une force et ça nous donne encore un pouvoir de pouvoir aller de l'avant. Si on le fait davantage, je crois que nous serons élevés au rang national. Le message que je souhaiterais passer aux jeunes filles, aux femmes, que ce soit en milieu rural, que ce soit en zone urbaine, c'est de se battre. Le travail paye. C'est une invite à toujours faire mieux. Ça nous met encore en mission pour les échéances à venir, surtout 2025, pour mener des actions en faveur du président, pour l'accompagner dans sa politique noble pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. La porte-parole des honorés exhorte la gente féminine à ne pas baisser les bras, quelle que soit la situation. On attribue tous les mots à la politique. Mais ce que je vais dire à mes sœurs ce soir, c'est que c'est pour les éliminer. Ça ne va pas les encourager à rentrer en politique. Donc toutes les places restent aux hommes. Avec la loi, il y a le quota de 30% qu'on n'atteint pas. Donc il faut qu'on fasse tout pour dépasser les 30%, aller à la parité, 50-50. Cette distinction des femmes leaders est soutenue par le ministre du Tourisme, Sindou Fofana. C'était un reportage de Walter Amadou Ouattara et Traoré Zakaria. On en vient maintenant à ce projet dénommé Chap Chap, une initiative du conseil municipal de Yopougon, un projet qui vise à favoriser l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et justement, le conseil vient d'offrir à une cinquantaine de jeunes et de femmes des charrettes neuves pour le commerce de sandwich. C'est un reportage Chap Chap de Frédéric Olaï et Walter Amadou Ouattara. Phase expérimentale du projet Chap Chap, une cinquantaine de charrettes aux jeunes et femmes en vue de la vente du hamburger. Ce sont des produits qui viennent des États-Unis avec un goût local. C'est avant tout un pain et à l'intérieur du pain, vous allez trouver une saucisse, des condiments et des oignons. Nous, quand on a réfléchi à développer un tel projet en tant qu'acteur économique, on a souhaité associer des jeunes. Le projet Chap Chap, porté par une entreprise de la place et le réseau des associations des femmes actives d'Afrique, entend inciter la jeunesse à l'entrepreneuriat, ainsi favoriser l'autonomisation des femmes. C'est une action très dynamique pour véritablement freiner l'oisivité et freiner également les vices de dépendance et amener véritablement les jeunes à être autour des activités. C'est une opportunité pour moi de pouvoir entreprendre. Avec les revenus, je compte investir et pouvoir agrandir encore mon commerce. Représentant le maire Gilbert Kafana Kone, Issifou Koulibaly, premier adjoint au maire, a indiqué que des mesures sont prises pour soutenir le projet. L'autonomisation aussi des uns et des autres passe par ce genre d'activité. Sur accord du ministre d'État Kafana, maire de la commune de Yopougon, nous avons exonéré des taxes les premiers bénéficiaires de ces projets pour permettre à leur activité de prendre du volume, de bien se bonifier avant qu'on les soumette à une certaine pression fiscale. Instrument d'aide et de prise en charge, les populations ont traduit leur reconnaissance aux initiateurs par l'exécution des pas de danse.
La vie est belle, mais le coronavirus, n'oublions pas, est toujours parmi nous. Le virus malmène encore la planète. Ce virus a fait à ce jour près de 600 millions de malades, dont 6,45 millions de décès à travers la planète. Ici en Côte d'Ivoire, on déplore 817 morts de Covid pour un total de 86 440 cas confirmés. Hier encore, les autorités sanitaires ont recensé 68 nouvelles contaminations avec 158 cas actifs. Et pour se protéger du coronavirus, c'est simple, il faut juste porter votre bavette, vous lavez régulièrement les mains, mais aussi vous faire vacciner. Vacciner en bonne santé, on part à Boundiali, dans la Bagoué, précisément dans le village de Ndara. Ndara a un nouveau chef depuis quelques jours. La ministre Mariatou Koné, qui est cadre de la région, était présente à la cérémonie d'investiture du chef Tangolio Koné. On suit la correspondance d'Ami Sissoko. Arrêté numéro 08, portant nomination de M. Koné Tangolio. Par la lecture de cet arrêté, la sous-préfecture de Boundiali consacre officiellement Tangolio Koné dans ses fonctions de chef du village de Ndara. Désormais, il lui revient de présider aux destinées de ses frères et d'assurer le développement de ce village situé à 13 km de Boundiali. Je voulais que Dieu n'a qu'à tout faire pour m'aider, comment je peux travailler. À cette investiture, plusieurs personnalités au nom desquelles la ministre Mariatou Koné. La députée maire de Boundiali s'est d'abord réjouie de la présence des autres chefs venus des cantons des sous-préfectures de Boundiali avant de rappeler au nouveau chef Tangolio l'importance de son rôle dans la politique du président Alassane Ouattara. Je voudrais dire que son rôle de chef est important. C'est important pour le village, c'est important pour les cadres du village, c'est important pour notre département, mais c'est important pour la Côte d'Ivoire et c'est important pour son président, son Excellence M. Alassane Ouattara. Les populations ont également profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour les infrastructures dont a bénéficié leur village. L'organisation Capreva s'est donnée pour mission de préserver les valeurs culturelles africaines. Et pour le réussir, l'organisation a mis en place un programme dont l'une des étapes est le recensement des chasseurs d'oiseaux. Les précisions de Serge Coléa. L'ONG Capreva, Culture africaine, préservation et valorisation, est une organisation non gouvernementale engagée dans la sauvegarde de l'identité des peuples. Elle ambitionne de fédérer les valeurs propres à l'Afrique. C'est le sens de ce rassemblement à l'attention des Dozo, ces chasseurs traditionnels qui se distinguent dans la société par leurs attributs culturels, leur code vestimentaire, fait d'objets anciens, d'amulettes et d'autres matériaux. La communauté d'Ozo de Côte d'Ivoire a besoin d'être organisée pour jouer sa partition dans la promotion de notre héritage culturel. C'est la conviction de Ouattara Bakari. Le président de l'ONG Capreva a regroupé des Dozo venus de divers horizons pour la circonstance. Le Dozo veut retourner dans sa base traditionnelle. Quand je dis retourner dans sa base traditionnelle, je n'ai pas dit que le Dozo veut aller s'asseoir dans les campagnes. Les Dozo sont partis, sont dans les villes. Mais abandonner tout ce qui est interdit, tout ce qui n'est pas bon pour le pays, c'est-à-dire l'abattage de la forêt, l'abattage des animaux. Le Dozo veut revenir à un état complètement culturel. On a des danses, on a des musiques. Le Dozo est la tradition de sauver, de soigner, de guérir, de venir au secours de l'autre. Donc tous les Dozo du Côte d'Ivoire réunis demandent à l'État de les aider à s'organiser. L'ONG Culture africaine, préservation et valorisation entend recenser et organiser tous les garants, promoteurs et animateurs de nos valeurs culturelles et détenteurs des us et coutumes. C'était un reportage de Serge Coléa, l'un de nos super ébonnies, chef du service société de RTI 1. Parlons de préservation de nos cultures, justement. Les Anneaux en donnent bien le parfait exemple. Cette culture Anneau sera mise en valeur au cours d'un festival à Pricro. Ce sera dans quelques jours seulement, du 25 au 28 août prochain. C'est à ne pas manquer. Si vous y faites un tour, vous pourrez savourer la délicieuse gastronomie de ce peuple. Vous saurez tout
tout sur ses coutumes, ses traditions et sur son histoire. Les Ano vous y attendent. Les Ano, ou Ando-Dankira, sont une des ethnies de Côte d'Ivoire. Les Ano, dans le Ifou, sont un peuple guerrier venu du Ghana voisin. Ni Baoulé, ni Agni, ces Akans du centre du pays sont aussi un peuple agriculteur qui accorde une place prépondérante à l'islam. Peu connus cependant, les Ano ont décidé de célébrer leurs us et coutumes, et ce à travers un festival. Nous sommes les descendants directs de Kofanok. La racine, c'est Dankira. Alors donc nous faisons partie de l'Akan, du groupe Akan, composé de 7 tribus et 105 villages officieusement et officiellement 80 villages. La première édition du Ano Festival aura lieu dans le département de Pricro, à 75 km d'Abidjan, du 25 au 28 août prochain. Nous existons, nous ne sommes pas des Baoulés, nous ne sommes pas des animaux, nous avons nos cultures à nous. Donc ce festival-là vient à point pour réconcilier nos parents avec la tradition parce que, comme on le dit, un peuple qui n'a pas de tradition est un peuple qui est perdu. Et quand un peu partout perdu, tout ce qui nous reste, c'est la tradition. Entrepreneuriat, autonomisation des jeunes, mais aussi promotion culturelle et histoire du peuplement Ano seront au menu de l'activité. Le thème choisi est la valorisation de la culture Ano, facteur de cohésion sociale. Un compte-rendu de Franck Quadio et Sylvestre Nguessan. Enfant Jésus Rosa Mystica, c'est le nom de la toute nouvelle fondation de la communauté Rosa Mystica. Une fondation pour soutenir les enfants défavorisés et faire la promotion du dialogue. Cela en initiant une réelle fraternité entre les membres de toutes les confessions religieuses. Michel Digré nous en dit plus. Chefs coutumiers, imams et prêtres réunis autour des valeurs de paix et de cohésion sociale pour le lancement d'une fondation. Cette fondation est venue pour aider les pauvres, ceux qui souffrent, les démunis, ceux qui ont les difficultés de déplacement. Aujourd'hui, l'œuvre qu'elle pose dans cette cellule, elle est très grandiose. Le 21 décembre, nous avons décidé de créer une nouvelle fondation. Et on a obtenu tous nos documents. Nous avons commencé à travailler. Il était temps qu'on présente la nouvelle fondation. On a invité tout ce monde pour montrer que la fondation ne fait pas de distinction entre les gens. Cette initiative vise à soutenir les personnes défavorisées, faire la promotion du dialogue social et accompagner les enfants défavorisés. La fondation Enfant Jésus Rosa Mystica, c'est pour aider les pauvres comme la Vierge Marie a toujours fait. La Vierge Marie a voulu que tous ceux qui souffrent tendent la main aussi vers eux. Celui qui a soif, que je peux donner de l'eau, pourquoi il ne donne pas? Je dois donner. Aime ton prochain comme toi-même, ce n'est pas donner comme ça. On doit prouver aux yeux de tout le monde qu'on doit aimer nos prochains. Depuis sa création en 2021, la Fondation Enfant Jésus Rosa Mystica de Côte d'Ivoire œuvre, entre autres, dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement. Et du côté d'Abengourou, les chrétiens catholiques de la sous-préfecture d'Amelekia, eux, ont une nouvelle paroisse. L'église a été inaugurée par Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abengourou, en présence de nombreux fidèles venus de tout l'Indénié du Hablin. Reportage Herman Niamia, votre correspondant dans la région. Il y avait du beau monde et de l'ambiance à Amelekia à la faveur de l'inauguration de la nouvelle paroisse baptisée Saint-Joseph artisan d'Amelekia. Les paroissiens et paroissiennes sont venus de tous les 4 coins de la sous-préfecture, notamment à Noubakro, Taokro et Lenso, pour être des témoins privilégiés de l'événement. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel parce que Dieu nous a fait grâce de nous octroyer cette paroisse-là. Je crois que ça va permettre aux uns aux autres de renforcer leur foi. La messe a été dite ce jour par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, qui a invité les fidèles chrétiens à être des modèles à tout point de vue et de cultiver l'esprit de charité envers les autres. Dieu, qui est venu établir sa tente parmi nous, nous invite à être heureux avec les autres, nous les chrétiens. Et ce serait fort qu'on trouve des chrétiens qui puissent dire aux autres, je suis heureux que tu sois heureux. Je suis heureux que ton commerce marche. Je suis heureux que ton champ d'EVA produise davantage. Plusieurs prêtres ont effectué le déplacement d'Amelekia
Pour apporter leur soutien à leurs confrères, le père Jean-Marie Tewia, curé de la paroisse Saint-Joseph artisan d'Amilikia. Ce que nous demandons au Seigneur, c'est de donner encore la force et les moyens nécessaires à travers donc les dons des uns des autres pour pouvoir achever notre presbytère. Outre Monseigneur Boniface Ziri, son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, évêque du diocèse de San Pedro, était également présent. Débuté en 2006, les travaux de construction de la paroisse Saint-Joseph artisan d'Amilikia se sont achevés en 2022 et l'édifice a une capacité d'accueil de 1000 places. Et je vous le disais en titre, dans un décret rendu public samedi soir sur les ondes des médias d'État, le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, a confirmé le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Dr Bernard Goumou, dans les fonctions de Premier ministre qu'il occupait comme intérimaire depuis la mi-juillet. Le même décret invoque des raisons de santé pour justifier le limogeage du Premier ministre sortant, Mohamed Beavogui, qui se trouve, lui, depuis plus d'un mois en Europe. On change de page, on passe au magazine du dimanche. Notre invité nous a rejoint en plateau, il est installé, c'est Dr Sylvestre Kwasi Kwame, le titulaire de la toute nouvelle chaire UNESCO, Anticipation, Prospective et Territoire durable. Merci encore, Dr Kwasi, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ici pour nous instruire, nous en dire un peu plus sur cette chaire UNESCO. Mais avant de démarrer notre entretien, je voudrais bien qu'on regarde ceci. L'université Alassane Ouattara dispose désormais d'une deuxième chaire UNESCO dénommée Anticipation, Prospective et Territoire durable. Cette deuxième chaire UNESCO, fruit de la coopération UAO-UNESCO, intervient 10 ans après l'ouverture de la première. L'inauguration officielle de cette nouvelle chaire s'est déroulée en présence de plusieurs hauts cadres du pays. Son rôle, former et renforcer la compétence de tous les acteurs chargés de la prospective dans les administrations publiques, privées et territoriales. En plus de faire son entrée dans le peloton très restreint des universités disposant de 2 chaires UNESCO, notre université se positionne comme la première université d'Afrique noire francophone à bénéficier d'une chaire UNESCO axée sur l'anticipation et la prospective. Le chef du bureau pays UNESCO et le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, patron de la cérémonie, soutiennent l'initiative. Le rôle de l'UNESCO est celui d'un catalyseur. C'est donc un motif de particulière satisfaction que de constater que la création de la chaire UNESCO Anticipation, Prospective, Territoire durable à l'université Alassane Ouattara de Bouaké arrive à un moment opportun. Il en existe aujourd'hui 44 dans le monde. La directrice générale de l'UNESCO et la déléguée permanente de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO, participant à la rencontre par visioconférence, encouragent également l'action. Un colloque international sur le thème « La prospective de la gouvernance des territoires en Afrique face aux enjeux de développement durable » a ponctué la cérémonie d'inauguration. Merci beaucoup. C'était un reportage signé de nos confrères de RTI Bouaké. Dr Kwasi est donc avec nous. Dr Kwasi, une chaire UNESCO, qu'est-ce que c'est déjà? Merci beaucoup, M. Diaby. Bien avant de commencer, permettez que je puisse remercier la Direction générale de la RTI qui nous accorde cette tribune unique. Je voudrais également remercier les premières autorités de l'Université Alassane Ouattara avec en tête le président de l'université, le professeur Kwaku Kofi. Et je voudrais enfin remercier la Commission nationale de l'UNESCO avec sa tête, la présidente de la Commission nationale, la ministre Mariatou Kone, qui du haut de la tribune de l'UNESCO en octobre-novembre dernier avait réclamé cette chaire et qui a été suivie aussitôt des faits. Ceci dit, je voudrais dire que la chaire UNESCO est un projet, est une équipe dans une institution de l'enseignement supérieur qui s'associe à l'UNESCO afin de faire avancer la recherche, afin de faire avancer la production de connaissances sur des questions, des problématiques qui intéressent aussi bien l'institution que l'UNESCO. Et une chaire UNESCO est encadrée par un responsable qu'on appelle un titulaire, dont la compétence est avérée dans un domaine bien précis, et ce dernier est accompagné dans sa tâche
par un ensemble de personnes, notamment des étudiants, des enseignants de l'institution hôte, mais aussi d'institutions extérieures. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre évidemment de notre chaire, nous sommes certes logés à Bouaké, mais nous travaillons avec les universités publiques de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. D'accord, et vous êtes le titulaire de cette chaire UNESCO. Hein. Merci. Jusque-là, la Côte d'Ivoire bénéficiait de 3 chaires UNESCO, la culture de la paix, aux femmes et pouvoir de décision, et la bioéthique. Et maintenant la chaire UNESCO, anticipation, prospective et territoire durable. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette dénomination? Merci beaucoup. Vous l'avez si bien dit. Nous avons avant cette nouvelle chaire 3 chaires UNESCO. Donc la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire Durable, sa spécificité, c'est qu'elle est dédiée entièrement à l'anticipation, à la prospective et aux sciences des territoires. C'est la première chaire UNESCO, et le président de l'université l'a dit tout à l'heure, la première chaire UNESCO dédiée à la prospective en Afrique noire francophone. Mais pourquoi anticipation, prospective et territoire durable? Vous savez, contrairement aux périodes antérieures qui étaient marquées par la stabilité, la linéarité, voire les invariances, la période actuelle, la seule certitude, c'est que ce sont les incertitudes, parce que nous avons une période marquée par beaucoup de ruptures, des incertitudes de tout genre. Et nous voyons la situation avec, évidemment, la crise de la Covid. Dans un contexte pareil, si vous n'avez pas de capacité d'anticipation, vous serez confronté continuellement à la gestion des urgences. Or, comme le disait Talleyrand, quand il est urgent, c'est qu'il est déjà trop tard. Et pour anticiper, la prospective, à travers ces méthodes et ces approches, nous permettent de voir loin, de voir ensemble, de voir autrement, ce qui est différent des approches jusque-là utilisées qui s'avèrent de plus en plus insuffisantes. Donc, pour nous, en tant que géographes, le territoire est le meilleur cadre pour pouvoir évaluer la pertinence et l'efficacité des politiques publiques qui sont mises en œuvre. À partir de ce moment, nous avons décidé d'intituler cette chaire « Anticipation, prospective et territoire durable » en partant du principe de départ selon lequel, évidemment, si nous plaçons la prospective et l'anticipation au cœur de l'action de la gouvernance des territoires, cela rendrait nos territoires beaucoup plus durables et une gestion beaucoup plus prospective. Docteur Kouassi, pourquoi c'est seulement maintenant qu'on bénéficie de cette chaire? Notre prospective n'était-elle pas à la hauteur au niveau de notre enseignement supérieur? Il faut dire qu'en Afrique, il n'y a seulement pour l'instant que 4 chaires UNESCO dédiées aux questions de prospective. D'accord, mais c'est seulement maintenant que nous, on en bénéficie. Oui, c'est maintenant qu'on bénéficie, parce que c'est maintenant que la Côte d'Ivoire a suffisamment montré son leadership. C'est maintenant qu'on remplit les conditions, peut-être. Oui, montrer son leadership. La Côte d'Ivoire a une tradition de prospective. Depuis 50 ans, nous en faisons. Oui, nous en faisons. Mais pourquoi maintenant, docteur? Allez-y, pourquoi maintenant? Oui, maintenant parce que je le disais tout à l'heure, c'est maintenant que la Côte d'Ivoire affirme de plus en plus son leadership. Maintenant parce qu'au niveau de l'université Alassane Ouattara, en 2019, l'université Alassane Ouattara avait participé à un projet Imaginer les avenirs de l'Afrique au niveau de l'UNESCO. Et à la faveur de ce projet-là, 2 universités avaient été retenues en Afrique, l'université Alassane Ouattara et l'université de technologie de Kenya. Et c'est à la suite, évidemment, de cette acceptation que l'UNESCO a demandé à l'université Alassane Ouattara de candidater pour avoir une chaire UNESCO. Donc, vous comprenez très bien que c'est suite, évidemment, à cette procédure-là et aussi aux compétences que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui à travers l'université Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire a pu bénéficier de cette chaire UNESCO. On peut peut-être dire que notre prospective est maintenant plus forte. Oui, beaucoup plus forte parce que je tiens à le dire à juste titre, de plus en plus aujourd'hui, l'expertise ivoirienne se vend. C'est ça. L'expertise ivoirienne se vend. Il y a quelques années de cela, en décembre 2021, je voudrais rappeler que l'étude prospective de la CEDEAO à l'horizon 2050 qui a été élaborée par des cadres ivoiriens.
et cela a été validé par les chefs d'État en décembre dernier. Et actuellement, ce sont des cadres ivoiriens, des cadres nationaux, sous la supervision de la CAPEC. J'ai eu la chance, évidemment, d'assurer la mission technique, le chef de mission technique. Ce sont des cadres ivoiriens qui accompagnent l'État de Madagascar dans l'élaboration de leur étude prospective. Tout à fait. Et vous parliez tantôt de 4 chaires UNESCO en prospective en Afrique. Il faut dire que c'est la toute première chaire UNESCO en prospective en Afrique noire francophone. Oui, la première chaire UNESCO en Afrique noire francophone, parce que les 2 autres se situent dans le monde anglophone, au Kenya et en Afrique du Sud. Nous avons obtenu les 3 chaires en même temps. Et la toute première est située à l'Université de Carthage en Tunisie, qui est dans le monde arabophone. Qu'est-ce qui a milité en notre faveur, vraiment, à votre avis? Ce qui a milité en notre faveur, c'est la tradition prospective que la Côte d'Ivoire a depuis quand même quelques années. Un demi-siècle. Oui, en l'espace, je crois que rares sont les pays africains qui bénéficient aujourd'hui d'une telle tradition, d'une telle expertise. Cela fait plusieurs années que la prospective est enseignée en tant que discipline d'enseignement dans les universités publiques en Côte d'Ivoire. La prospective aujourd'hui est institutionnalisée au niveau de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère du Plan, le Bureau national de la prospective. Et tout cela milite évidemment en faveur du leadership de la Côte d'Ivoire pour aujourd'hui réclamer effectivement cette chaire de prospective au niveau du continent africain. Mais votre spécificité, vous en avez parlé tantôt, mais quel est votre objectif? Quelles sont vos missions, vos objectifs? La vocation de toute chaire UNESCO, c'est le développement humain. Ceci dit, la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire durable voudrait contribuer au changement social par la construction de territoires beaucoup plus durables. De façon spécifique, nous allons partir évidemment des 3 piliers des chaires UNESCO en études futures: la recherche, l'enseignement et l'engagement communautaire. Et donc, entre autres objectifs, la chaire UNESCO de Bouaké vise à promouvoir évidemment la coopération internationale entre chaires UNESCO, vise à développer l'enseignement de la discipline de l'anticipation dans les universités, mais aussi renforcer les compétences des cadres nationaux, de l'administration publique, de l'administration privée, de l'administration territoriale, et puis conduire des projets de recherche en matière de prospective pour avoir des territoires beaucoup plus durables et qui répondent aux attentes évidemment de nos populations. Que va gagner la Côte d'Ivoire, Dr Kouassi, de façon concrète, en abritant cette nouvelle chaire UNESCO? La Côte d'Ivoire gagne énormément. La Côte d'Ivoire gagne énormément parce que les pays qui disposent de 4 chaires UNESCO en Afrique ne sont pas nombreux. Quoique 4, c'est peu quand même. Oui, quoique 4, c'est peu, et il y a d'autres chaires qui s'annoncent, je crois. Mais en Côte d'Ivoire, nous en avons pour l'instant. Et cela va renforcer le positionnement stratégique de la Côte d'Ivoire au sein de l'organisation qu'est l'UNESCO. Ça, c'est d'un. De 2, aujourd'hui, on parle de diplomatie économique, de diplomatie parlementaire. La prospective est une niche, je voudrais le dire, où la Côte d'Ivoire a une expérience, a une compétence avérée qui n'est pas répandue partout en Afrique. Je le disais tout à l'heure que l'expertise ivoirienne s'est vendue au niveau de la CEDEAO. L'expertise ivoirienne se vend aujourd'hui au niveau de Madagascar. Donc, la Côte d'Ivoire peut s'appuyer sur cette niche-là en termes de diplomatie éducative dans le cadre, évidemment, de sa stratégie d'intelligence économique. Autrement, la prospective aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire peut utiliser cet outil stratégique pour pouvoir l'aider dans la formulation de ses politiques publiques et pour accompagner aussi les collectivités territoriales dans le processus de décentralisation où nous avons des compétences humaines qui ne sont pas toujours suffisamment fortes. Donc, c'est un outil important, mais aussi pour l'Université Alassane Ouattara. Pour l'Université Alassane Ouattara, c'est un gain important parce qu'aujourd'hui, nous sommes là sur ce plateau pour parler de l'Université Alassane Ouattara. Ça donne évidemment de l'importance parce que ce n'est pas toujours qu'on se retrouve sur un plateau de télé pour présenter, le meilleur plateau évidemment, de JT, pour présenter les performances de nos universités. D'accord. Docteur Kouassi, il faut dire que cette chaire, on ne l'a pas de façon permanente. Les chaires sont renouvelées tous les 4 ans. Si votre mission, vous ne la remplissez pas comme il faut, vous pourrez donc la perdre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour ne pas perdre cette chaire? Pour ne pas perdre cette chaire, nous allons veiller à nous inscrire effectivement dans l'accord cadre de coopération qui lie l'Université Alassane Ouattara à l'UNESCO. Et dans ce sens-là, nous allons déployer progressivement dans le cadre du premier mandat 2022-2025 des actions dans le cadre évidemment des 3 piliers de la chaire. Et donc là, nous sommes en train de mettre en place des pôles évidemment de recherche
autour des questions de discipline de l'anticipation et des territoires. Nous sommes en train de préparer aussi des offres de formation à l'endroit évidemment de nos collectivités territoriales et de toute l'administration publique en matière évidemment des masters professionnels et des licences professionnelles. Et puis nous sommes aussi en train de travailler en matière d'engagement communautaire avec les collectivités territoriales pour les accompagner, les ONG et bien d'autres. Donc c'est un travail que nous allons déployer au fur et à mesure durant les 3 années à venir, mais très bientôt, dans le courant du mois d'octobre et de novembre, la chaire va organiser sa rentrée solennelle à laquelle évidemment vous serez conviés. Et votre priorité, vraiment la priorité des priorités, ce que vous avez déjà fait ou ce que vous entrevoyez de faire dès demain, votre priorité? Dès demain, clairement, nous l'avons dit, c'est vraiment la rentrée universitaire, je veux dire, de la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire Durable, parce que nous allons développer des offres de formation, notamment l'attention des collectivités territoriales. Aujourd'hui, nos collectivités territoriales ont besoin d'appui. Les districts viennent d'être créés, sont en train de se mettre en place. Les compétences ne sont pas toujours là et nous voulons profiter de cette occasion pour pouvoir remercier le district autonome du Bas-Sassandra qui a fait confiance à la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire Durable pour l'accompagner aux côtés du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique dans l'élaboration de ses documents de planification, dans l'élaboration de son schéma de développement. Et c'est ce travail-là que nous allons faire auprès, évidemment, des mairies, des régions et des collectivités territoriales. Ce qui veut dire que tout le monde peut vous approcher, hein, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, bonne chance à vous, docteur Kwasi. Sylvestre Kwasi Kwame, je rappelle que vous êtes situé au campus 1 de l'Université Alassane Ouattara et votre réunion de rentrée est prévue pour fin octobre. La cérémonie officielle d'inauguration s'est faite en juillet dernier et tout le monde peut vous rendre visite, hein, les enseignants, les étudiants, les populations même, pourquoi pas. Tous peuvent venir voir ce que vous avez à offrir en matière de formation, en matière de recherche et de renforcement des capacités. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de faire confiance à votre chaîne et à mercredi, 13h.